Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à la TFM, soir d'info, la suite, le BTP dans le dur, c'est notre débat de ce soir avec 6% du PIB, le bâtiment et travaux publics est un secteur clé de l'économie sénégalaise. Nous faisons donc un focus ce soir sur le secteur du BTP au Sénégal qui, comme vous le savez, traverse actuellement une période de difficultés significatives. Avec nous pour en parler, Monsieur Oumar Ndir qui représente le patronat. Bonsoir. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Monsieur Djaraf Alassane Ndao, secrétaire général du syndicat des travailleurs du BTP. Bonsoir Monsieur Ndao. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Messieurs, des entreprises majeures ont vu leur carnet de commandes chuter drastiquement et plusieurs indicateurs et témoignages d'acteurs confirment cette mauvaise tendance. L'État du Sénégal en est tout de même conscient et le premier acte de la relance économique que tout le monde appelle de ses voeux, c'est le paiement des arriérés à hauteur de 500,9 milliards de francs CFA prévus dans la loi des finances rectificative. J'ai fini de citer le ministre des Finances, M. Cheikh Diba. Et dans cette enveloppe, M. Oumar Ndir, 105,2 milliards concernent spécifiquement le BTP. On va vous donner la parole sur votre appréciation sur cette prévision, mais est-ce que vous pouvez d'abord nous faire l'état des lieux? Est-ce que la situation est si alarmante qu'on le présente? La situation, je dois l'avouer, est catastrophique. Elle est plus que catastrophique, elle est insoutenable aujourd'hui. Je me suis amusé à faire aujourd'hui un sondage. J'ai essayé de voir, j'ai pris un petit échantillon d'entreprises du secteur du BTP et je me suis adressé à elles en leur demandant de me faire certaines remontées. En ce qui concerne les impayés, j'ai obtenu des chiffres fiables d'à peu près 6 à 7 entreprises qui portent sur 246 milliards de francs CFA d'impayés. 246 milliards. 246 milliards. C'est un sondage, oui. Je répète. C'est-à-dire, j'ai pris, je vous l'ai dit, basé sur à peu près 6 à 7 entreprises qui ont bien voulu, dans un délai record, répondre aux questions que notre secrétariat permanent a pu leur adresser. Oui. Donc, on a 246 milliards d'impayés, composés de décomptes non payés et de chèques trésor non délivrés. Oui. Chèques trésor pour le paiement de la TVA. C'est considérable. Absolument. Si vous y ajoutez... Rien que cela, pardon de vous interrompre, c'est presque 2 fois le montant annoncé dans la LFR. Absolument. Absolument. C'est 2 fois le montant, plus de 2 fois le montant de 105 milliards qui a été annoncé. Oui. Et ça, ce sont des chiffres sur lesquels je pense que nous pouvons nous engager au niveau syndicat de manière formelle. Si vous y rajoutez les commandes qui ont été soit suspendues, soit annulées, soit non budgétisées, on en est à 310 milliards de marchés qui avaient été attribués à des entreprises sénégalaises, les 6 ou 7 dont je vous ai parlé, donc, qui ont dans leur carnet de commandes inscrit des marchés, et ces marchés n'ont pas pu être exécutés, ils ont été suspendus, annulés ou non encore budgétisés. Depuis quand exactement? Ce sont des mesures qui sont récentes, qui datent à mon sens, d'après ce que j'ai pu comprendre, il s'agit de marchés qui avaient été signés peut-être sous l'Ancien Empire, 2023, mais qui n'ont pas pu, en 2024 et 2025, connaître de début d'exécution. Vous savez comme moi qu'il y a eu de nombreux chantiers qui ont été arrêtés, suspendus, pour des raisons diverses et variées. Il y a des chantiers qui ne souffraient d'aucune contestation possible, qui ont été dûment signés par les entreprises, mais malheureusement, pour plein de raisons, parfois que nous ignorons, il y a un arrêt brutal de ces activités. Il n'y a même pas de démarrage d'activité en réalité. Donc cela fait aujourd'hui, d'après ce que j'ai sondé, 310 millions. 310 milliards. 310 milliards, pardon. Donc si vous essayez d'avoir les chiffres consolidés pour l'ensemble de la profession, je pense qu'on atteindra des montants plus que révélateurs de l'état de déliquescence aujourd'hui du secteur du BTP. Ce qui vous fait dire que la situation est catastrophique.
Djaraf Alassane Ndao, votre camarade Souleymane Camara a récemment affirmé que le carnet de commandes du consortium de l'entreprise du Sénégal CSE, cette entreprise majeure, est passé de 140 milliards à 20 milliards de francs CFA. Je pense que c'est assez illustratif de la situation. Comment se présente-t-elle selon vous, globalement? Mais écoutez, comme l'a dit M. Ndir, aujourd'hui le secteur du bâtiment traverse des moments très difficiles. Moi j'ai eu la chance de traverser plusieurs alternances depuis Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, Macky Sall, mais on n'a jamais vécu une période aussi difficile dans le secteur du BTP. Aujourd'hui, comme l'a dit M. Ndir, toutes les entreprises majeures sont à genoux. Une trésorerie incapable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces entreprises ont des arrêts de travaux. Aujourd'hui, moi je parle pour le personnel. Oui. Les salariés du secteur du BTP. Absolument. Lui, il est là pour le secteur du patronat. Mais nous souffrons tous de la même manière. Parce qu'il faut le patronat et les salariés pour que le BTP puisse exister. Aujourd'hui, nous, on n'existe plus parce qu'on a perdu tellement d'emplois. Oui. La dette, elle est là. Moi, ça fait depuis 2016, 2017, 2018. Donc, pour nous, c'est une continuité de l'État. Et on fondait beaucoup d'espoir aussi pour ces nouvelles autorités. Parce qu'on nous a parlé de rupture, on nous a parlé de Djubanti, on nous a parlé de trucs. Mais aujourd'hui, la première Djubanti, nous, qu'on espérait en tant que salariés de pouvoir exister et maintenir le bâtiment debout, c'était l'appurement intégral de la dette. Hier, j'ai été interviewé par plusieurs organes. Quand on a annoncé 500 milliards pour le secteur du BTP, moi, j'ai dit dans une de mes interviews qu'au moins 500 milliards, c'était pour le secteur du BTP et l'énergie. Exactement. Et là, ainsi que l'investissement sur ressources extérieures. Voilà. Et là, je me suis dit, dans une de mes interviews... C'est seulement 105 milliards qui concernent le BTP. Mais avant, je ne savais même pas que c'était 105. Je me suis dit qu'au moins, si on puisse avoir les 80% ou bien minimum 60%, on allait avoir. Parce que, comme l'a dit M. Ndir, aujourd'hui, le secteur du BTP, si toutes les entreprises, on cumule toutes les dettes, ça fait plus de 300, 400 milliards. Même s'il y a d'autres secteurs qui traversent des difficultés. Donc, mais restons sur le diagnostic, parce que c'est important. Et l'impact aussi sur l'emploi, ces difficultés, vous l'avez dit, ont malheureusement conduit à des pertes d'emploi dans le secteur. Avez-vous des chiffres pour qu'on puisse avoir vraiment une idée de la gravité de la situation? Non, mais les chiffres sont là. Le patronat est là. Demandez à M. Ndir. Il va vous dire combien d'emplois il avait à l'instant, il y a de cela 20 mois. Prenez les exemples sont là. Allez à CDE. Ils sont presque aujourd'hui à 4 mois, 3 mois sans salaire. De 3 000, 4 500 salariés, aujourd'hui, ils ont perdu presque 1 000 à 2 000. Allez à FH. On a licencié. On ne parle même pas de licenciement. On est à 1800. Et chaque mois, on dégraisse 100 ou 150. Allez à CSE, comme il a dit, de 500 d'un carnet de commande à 500 milliards, on est aujourd'hui à 20 milliards. C'est catastrophique. Et comme on l'a dit, quand le bâtiment va, tout va. Mais aujourd'hui, le bâtiment ne va pas. Le bâtiment est dans le dur et c'est désolant. Et aujourd'hui, ce qu'on attendait, nous, en tant que salariés, nous, ce que nous voulons, moi, que l'État, les nouvelles autorités prennent en compte vraiment le secteur du BTP. Mais sur 500 milliards, on nous balance 105 milliards. Je me demande comment ils vont faire le dispatching. Pour vous, c'est une goutte d'eau dans la mer? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Ah ouais? C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est un bon début quand même. Non, mais ça, c'est rien du tout. Je suis désolé. Ah oui? Je suis désolé. Parce que comme on l'a dit, les tenant compte de la précarité budgétaire et financière aussi. Rien que pour cette entreprise, aujourd'hui, c'est 250 milliards. C'est un sondage qu'il vient de donner. C'est le patronat. Ils ont les chiffres. Mais nous, l'estimation que j'ai toujours dit, la dette avoisine plus de 300 milliards dans le secteur du BTP. Je me retourne. Aujourd'hui, 105 milliards. Je pense que je me demande comment l'État va faire le dispatching avec les entreprises. Parce que je sais qu'au moins, uniquement sur le TR, c'est plus de 70 milliards. Oui. Et je me retourne vers vous, Oumar Bir. Est-ce que vous avez quand même constaté, en tout cas sur le terrain, quelques mesures d'assouplissement? Pas que je sache, je n'ai pas en tout cas de nouvelles concernant d'éventuelles mesures d'assouplissement ou d'accompagnement. Nous l'avons décrit en son heure en disant que les chantiers avaient été arrêtés sans aucune mesure d'accompagnement. C'est ce qui a conduit justement au licenciement et à la perte de plusieurs emplois. Maintenant, vous avez bien fait de le dire. Sur quelle base ces 105 milliards seront-ils répartis? Sur l'emploi, parce que c'est important. On va parler des 105 milliards, parce que manifestement, ce n'est pas grand-chose. Mais est-ce que vous, par exemple, vous avez carrément supprimé des emplois parce que vous n'en pouvez plus? Oui, les entreprises, toutes, dans tous les secteurs,
sont en dégraissage forcé. Parfois de manière consensuelle, après Assemblée générale du personnel. Je dois avouer que j'ai été obligé de faire l'exercice, mais avec des mesures quand même, en ce qui me concerne, mesures sociales. On essaye de prendre sur nous, et le personnel à qui je rends hommage accepte de se serrer la ceinture et d'accompagner les efforts, mais c'est très dur. Et toutes les entreprises n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un personnel compréhensif. Je ne parle même pas de compréhension, je parle surtout d'un personnel qui peut soutenir. C'est un déchirement. C'est un déchirement, parce qu'il faut choisir. Et nous nous retrouvons dans des situations inédites. Nous nous retrouvons dans des situations inédites et nous aurions préféré ne jamais vivre ça, ne jamais le connaître. Et nous avions fondé beaucoup d'espoir. Il n'y a pas plus patriote, j'ai l'habitude de le dire, qu'un chef d'entreprise qui décide d'investir dans son pays, d'accompagner les efforts de l'État. Nous avons toujours manifesté notre disponibilité à accompagner notre État. Nous ne sommes pas du tout dans la querelle ou la surenchère politique. Nous sommes là pour l'économie d'abord, nous sommes là pour notre pays. Et cela reste l'attitude aujourd'hui de tous les chefs d'entreprise et également des travailleurs. Mais je pense qu'il est temps, il est plus que temps que nous puissions amorcer ce dialogue et discuter de manière sincère, de manière constructive avec nos autorités. Sur les 105 milliards maintenant, est-ce que, comme Jarraf Alassane Ndao, vous pensez que ce n'est pas vraiment grand-chose pour carrément relancer ce secteur? Ce n'est pas... Non, c'est très insuffisant. C'est très en deçà de ce qui pourrait relancer l'économie. Nous avons deux possibilités. Oui, l'économie de façon globale. En tout cas, le paiement des arriérés, c'est encore une fois 500,9 milliards. Et 105 milliards concernent le BTP. Parce qu'il y a d'autres secteurs aussi qui souffrent. Le secteur de l'énergie également souffre. Il y a effectivement différents secteurs qui sont en souffrance. Le secteur du BTP, il a une particularité. C'est que c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois. Absolument. Beaucoup d'emplois qualifiés et surtout non qualifiés dépendent du BTP. Lorsque vous mettez le BTP dans une situation de tension de trésorerie insoutenable, quand ça va, tout va. À ce moment-là, vous amenez le pays dans une sorte d'impasse. Oui, je le réaffirme, ces 105 milliards, nous les saluons, nous les accueillons avec beaucoup de joie, mais ils ne calmeront ni l'ardeur de nos créanciers, les créanciers du BTP, qu'il s'agisse des fournisseurs classiques, des pétroliers qui nous interpellent, qui s'interrogent, les pétroliers qui nous donnent du bitume, qui nous donnent du carburant pour nos engins, s'inquiètent. Nos banques s'inquiètent. Je reçois des appels de banques qui veulent savoir est-ce qu'il y a possibilité de payer un peu, surtout pour les salariés. Parce que des salariés qui ont pris des engagements dans les banques et qui n'arrivent pas à les couvrir, mettre les banques en difficulté. Alors les entreprises, n'en parlons pas. Donc il y a une chaîne de responsabilité ou d'irresponsabilité, si je puis m'exprimer ainsi, qui est dommageable à toute l'économie sénégalaise. Jarraf Alassane Ndao, sur la perte des emplois, comment ce déchirement social est vécu par vos camarades? Mais c'est terrible, c'est inimaginable. À la limite même, c'est indescriptible. Imaginez des pères de famille qui sont restés 10 mois, 8 mois, 9 mois sans pouvoir aller au job. C'est très difficile. Absolument. Et là, je me dis, c'est là où on attendait. Et je me suis dit que le secteur du BTP, les travailleurs sont dessus. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à des conditions meilleures. À ce que la première des choses, la première priorité pour nous, avec les nouvelles autorités, c'était l'apurement intégral de la dette. C'est une continuité de l'État. L'État, c'est la continuité. Pour maintenir les emplois, c'était le paiement de la dette. Dans la mesure du possible quand même, parce qu'on connaît la situation. Le nouveau gouvernement fait face à un déficit budgétaire important hérité de la période précédente. Aujourd'hui, tant que le secteur du BTP n'est pas debout, il leur sera très impossible de relancer l'économie du Sénégal. Parce que comme l'a dit M. Ndir, c'est une chaîne de valeur. Tout le monde est dedans, tout le monde est dans le secteur du BTP. Je l'ai dit, j'ai l'habitude de le dire, de la petite maman qui va à son café Touba au chantier là, jusqu'au cadre supérieur. Aujourd'hui, vous allez dans toutes les entreprises. Même des CDI sont aujourd'hui en chômage technique. Même des CDI sont en chômage technique. Et aujourd'hui, ce qui est plus grave, on n'a aucune lisibilité pour demain. 2026 s'annonce très, 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 très mauvaise pour toutes nos entreprises parce qu'il n'y a aucun appel d'offres qui se pointe.
la dette n'est pas payée parce qu'on espérait sur les 500 milliards, au moins que les 250 milliards puissent être alloués au secteur du BTP. Ouais. Cela allait permettre à nos entreprises d'avoir une trésorerie qui leur permet d'arrêter les dégraissages. Ouais. Comme l'a dit M. Ndour. Ouais. M. Ndour, chaque mois, les chefs d'entreprise essaient de jouer au ping-pong. Mais comment dégraisser 150 salariés? Je l'ai dit. Moi, j'ai vécu plusieurs alternances, mais on n'a jamais connu une situation aussi catastrophique, aussi dramatique sur le plan social, économique, pour nous salariés que nous sommes. Ouais. Et nous n'avons aucune aussi perspective, aucune visibilité pour demain, d'autant plus que nous, je l'ai dit, le secteur du BTP, ce n'est pas que la dette. Ce n'est pas que la dette. Il y a d'autres aspects. Et c'est là où j'ai toujours dit que pour que les nouvelles autorités puissent avoir de la matière pour redresser le secteur du BTP, il va falloir ce qu'on appelle les assises du secteur du BTP. En ce moment-là, le patronat qui est là, représenté le secteur BTP, nous les travailleurs, le gouvernement à travers son ministère et les services techniques, les sociétés civiles, pourquoi pas même le Parlement et les partenaires financiers et techniques nous accompagnent pour qu'on puisse parler de tout ce qui gangrène le secteur du BTP. En ce moment-là, les autorités auront de la matière de telle sorte que quand même on pourra avoir des conclusions fortes et des recommandations qui seront exécutées. Alors, mais tant que cela n'est pas fait, aujourd'hui on a peur. On a peur parce qu'aujourd'hui on voit les Chinois venir. Ils étaient là. Et aujourd'hui il y a là une porte ouverte qui leur a été offerte par le Premier ministre, qui a dit que venez, personne ne va vous inquiéter. Déjà, quand ils étaient là, nous, on était inquiets, donc ça veut dire que nous allons mourir quand les Chinois seront là, que personne ne les inquiète. Ce que nous voulons, nous ne sommes pas contre la mondialisation, nous sommes prêts à accueillir tout le monde, mais que ces gens-là respectent le code du travail, ce que M. Ndour n'ose pas faire. Bah, comment le permettre aux autres? Le nouvel exécutif privilégie le secteur privé national, ça a été dit plusieurs fois. En tout cas, pour l'instant, ça ne se voit pas. Alors, vous parlez de 2026 qui avec des mots assez alarmants, alors que le présent est déjà compliqué. Le chiffre d'affaires de la construction a reculé de 2,6% en 2024 par rapport déjà en 2023. 2025 actuellement, c'est pas terrible, manifestement, et ce secteur-là est extrêmement important puisque c'est 6% du PIB, c'est 2 fois, par exemple, le secteur de la pêche. Et il y a beaucoup d'acteurs, vous venez de le dire, qui gravitent autour de ce secteur, c'est-à-dire que c'est un vrai canal de ruissellement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à ces fournisseurs qui aussi frappent à la porte pour être payés? Nous leur demandons de prendre patience. Ce que M. Ndao vient de dire, je pense qu'il faut l'entendre. Il faut l'entendre au-delà de l'émotion que cela suscite. Il faut que de manière froide et lucide, notre gouvernement, effectivement, il l'a dit, il faut qu'on déclenche les assises du secteur, une sorte d'état généraux permettant de sauver ce qui peut être encore sauvé. Vous pensez que c'est une solution d'urgence vu l'état? Ah oui, d'extrême urgence. Je porte la parole aujourd'hui. L'urgence n'est pas de payer d'abord et après de revoir la gouvernance. L'urgence c'est de parler, mais l'urgence est également de relancer l'investissement public et l'investissement privé. Les deux mamelles nourricières du BTP, c'est l'investissement public et c'est l'investissement privé. Tout à fait. On nous parle de PPP. Je suis celui... De partenariat public-privé. Je suis celui qui, avec d'autres compagnons de lutte patronaux, a essayé d'initier un consortium pour les logements. L'idée que je trouve formidable consiste à lever des financements très rapidement avec l'aide de l'État, de manière à travers un PPP de pouvoir construire à peu près 500 000 logements. On parle de 15 milliards de dollars. Aujourd'hui, je ne reçois aucun feedback d'aucune autorité. Cela n'intéresse personne. J'ai beau porter les plaidoyers avec mes camarades, nous avons beau porter les plaidoyers auprès des différentes autorités, personne n'en accuse. Et à ce moment-là, pour moi, il n'y a pas de solution. Le logement, quand vous initiez une campagne hardie de logement comme l'a fait le Maroc, comme l'a fait la Turquie, je ne parle pas de 10 000 logements par-ci et 50 000 logements par-là. Je parle de 500 000 logements, voire plus. Quand vous initiez une campagne comme ça, vous construisez les infrastructures, donc des routes, vous faites de la voirie, vous faites de l'assainissement, de l'éclairage. Et vous faites travailler tout l'écosystème. Et vous mettez au travail tout l'écosystème. Et j'ai suivi sur un plateau de télévision hier le directeur général de l'ARCOP qui a fait un plaidoyer vibrant et très intéressant sur les PPP. Le recours au PPP comme instrument de financement
des infrastructures de l'État. Oui. Il a parfaitement raison, mais encore faut-il que le secteur privé national sénégalais soit mis en mesure de déployer son savoir-faire en matière de conclusion de PPP. Est-ce qu'actuellement c'est le cas ou pas? Comme je vous le disais, malgré les appels lancés, c'est le silence radio. L'État déploie ses solutions. Oui, l'État a des solutions, SICAP, SNHLM, nous les saluons. Bien sûr. L'État essaie, je pense aussi, à travers certains de ses démembrements, de trouver des solutions. Oui. Mais il ne peut pas le faire sur son secteur privé. Si le secteur privé national est absent, je veux dire, l'impact sur l'emploi, l'impact sur l'économie sera très faible. Oui. Il sera marginal. Donc aujourd'hui, plus que... Mais je pense que c'est une urgence nationale. Et de coupler ça également avec une industrialisation de la construction permettant non seulement d'arrêter le recours massif aux importations de matériaux en provenant de pays qu'il a cités, la Chine, la Turquie, etc., mais de pouvoir asseoir ici au Sénégal un véritable tissu industriel pour la construction. Former des jeunes, employer énormément également de jeunes, dans le cadre d'un plan de relance de la filière. Donc cela est une urgence. Je vous le réaffirme solennellement. Nous avons besoin de notre pays, nous avons besoin de notre État, et nous avons besoin que l'État s'arrête un moment pour nous appeler à la discussion et à la recherche de solutions. Nous avons d'excellents chefs d'entreprise expérimentés, visionnaires, qui n'ont soif que d'une seule chose, c'est de se mettre au service de leur pays. Même si le paiement des 105 milliards est un premier geste de bonne disposition, oui, tout à fait. Tenant compte de la situation actuelle, de contraintes budgétaires. Voilà, on ne va pas refaire le dossier, mais vous connaissez qu'actuellement, la mobilisation des ressources est extrêmement difficile pour ce pouvoir. Alors, je vais d'abord vous dire, le président de la République, lors de sa réception... de son point de presse, de sa conférence de presse du 4 avril, avait annoncé 66 milliards pour la loi de finances rectificative. L'effort a été fait de passer de 66 à 105. Cela est donc très appréciable. Pour la loi de finances initiale. Non, rectificative. Si j'avais bien compris, il avait annoncé 62 milliards déjà payés et 66 milliards à programmer lors de la prochaine loi de finances rectificative. C'est ça. Nous sommes passés à 105 milliards. Tout à fait. Donc c'est un effort que nous saluons à sa juste valeur. Mais encore une fois, la situation n'est pas statique. Elle n'est pas appréciée au jour le jour. La situation est très évolutive. Et elle évolue en s'accélérant. C'est-à-dire chaque minute, chaque mois, chaque jour que nous perdons à ne pas essayer de trouver des solutions pour relancer la filière a un impact sur l'économie nationale. Nous sommes aujourd'hui face à ce qu'on appelle... Et c'est le premier acte de la relance. Encore une fois, pardonnez de faire un peu l'avocat de l'État, mais Cheikh Diba l'a dit, et ils sont conscients de cette relance inévitable qui passe par le paiement de ces arriérés. Et par aussi... Après, faudrait-il trouver les ressources? Les perspectives, aujourd'hui, il y a zéro perspective. Ah oui. Il y a zéro perspective. Il n'y a ni investissement public, encore moins d'investissement privé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque chef d'entreprise se dit d'accord, on me paye une partie de ma dette intérieure, so what? Je n'ai plus de chantier, ni tous mes chantiers suspendus ne feront l'objet d'aucune mesure de reprise parce qu'il n'y a pas d'argent. Et pour l'avenir, je n'ai pour l'instant aucune visibilité. Donc, si je vous comprends bien, vous pensez qu'on va tourner en rond, c'est un serpent qui se mord la queue, si je comprends bien. On est capable, nous aussi, d'aller chercher des financements. Nous sommes capables, lorsque nous sommes épaulés par notre État, de pouvoir faire preuve d'ingéniosité. Diaraf Alassane Dao, face à ces chiffres et ces prévisions, quelles sont vos attentes, vous, les travailleurs, vos attentes de la part du gouvernement pour sortir de cette situation, une sortie durable? Vous savez, nous, les travailleurs, on ne cherche pas de midi à 14 heures. Nous nous sommes dit qu'on a un gouvernement qui est élu. On a donné la majorité à l'Assemblée, bien élu. Donc c'est au gouvernement de trouver des solutions. Nous, c'est des solutions que nous voulons pour maintenir nos emplois, pour gérer nos familles. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les familles, c'est des problèmes. Je l'ai dit, un père de famille qui reste 10 mois sans travail, vous pensez que le gars là, il dort la nuit? Non. C'est impossible. Ce que nous voulons, nous ne sommes pas des techniciens, nous voulons que l'État paie la dette intérieure, lève les suspensions des chantiers et enfonce le clou pour
quand même faire sortir d'autres projets porteurs d'emploi. Nous, on espérait garder nos emplois. Mais si en moins de 24 mois, on perd plus de 15 000, 16 000 salariés dans le secteur du BTP, vous pensez, et ça, c'est dans le secteur formel. Dans l'informel, c'est pire parce que l'informel est incontrôlable. Ah oui. Donc, ce n'est pas que dans le secteur. Nous parlons du secteur formel, les pertes d'emploi. Mais c'est pire même dans le secteur. Donc aujourd'hui, c'est très difficile. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que la condition sine qua non pour le redressement du secteur du BTP, c'est l'appurement de la dette, mais une convocation des assises, parce que le secteur du BTP ne sont pas que la dette. Oui. Il y a les conditions de travail. Mais on convoque des assises, mais on a convoqué des assises. Oui, mais au moins qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je ne vous coupe pas, mais aujourd'hui, le président a parlé de redressement du secteur du BTP. Ce secteur ne pourra redresser que l'ensemble des acteurs seront convoqués, toutes les parties prenantes autour d'une table, parce qu'il y a le paiement de la dette, il y a le problème de santé-sécurité, il y a les salaires dans le secteur du BTP. La sécurité, c'est un sujet aussi. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, combien de bâtiments tombent. Absolument. Tout le monde sait que les travailleurs dans le secteur du BTP, les belles maisons, c'est nous, les belles routes, c'est nous, mais vous allez trouver un travail incapable pendant 10 ans, 15 ans de pouvoir même construire une case, parce que les salaires ne sont pas bons dans le secteur. Les conditions de santé et sécurité ne sont pas respectées dans certaines entreprises. Les contrats sont bidons. Des contrats tels que... Ah, ça c'est le patronat, hein, c'est pas non, l'État. Ce n'est pas que le patronat. Aujourd'hui, on fait venir... Non, je l'ai dit. Aujourd'hui, les pires contrats, c'est dans les entreprises multinationales. Les pires contrats. Et c'est là où nous avions pensé que le Djoub le secteur privé national paye bien, c'est ce que vous voulez dire. C'est mieux. Mais ça, vous le dites respecté. Non, je ne le dis pas pour plaire. Parce que non, je ne le dis pas parce que M. Nour est présent. Aujourd'hui, ce que CSE n'ose pas faire, ce que CDE n'ose pas faire, ce que FA Sénégal n'ose pas faire, les Chinois peuvent le faire sans personne n'ose dire un mot. Et ça, c'est inadmissible. Dans le cadre maintenant de ce souverainisme dont nous a clamé Urbi, nous voulons que ce secteur puisse être redressé. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi là où je dis qu'on a peur. Parce que déjà, je l'ai toujours dit, vous remontez sur Google, vous allez faire toutes les conférences que j'ai à faire sur les entreprises multinationales chinoises, non-respect des salariés. Pas de convention collective, pas de syndicat, pas de délégué de personnes, rien du tout. Si ces gens-là continuent à rafler les grands marchés, nous allons mourir. Et ça, le secteur privé national va mourir. Aujourd'hui, le Sénégal ne se développe pas par ses propres fils. Vous le savez, la Chine est un partenaire stratégique. Partenaire stratégique. Et dans le domaine du BTP, ils ont quand même construit... Mais tout ce qu'ils ont construit ici, c'est dans la douleur des travailleurs. Aucun travailleur n'a rien gagné dans ces entreprises. Ils viennent de terminer le stade Léopold Sédar Senghor. Mais c'est dans les pires conditions. Aucun travailleur qui est dans les entreprises nationales ne peut lever la main pour dire que j'ai été satisfait. Alors, rien. Au contraire, rien du tout. C'est là où nous interpellons les nouvelles autorités. Nous ne sommes pas contre la mondialisation. Nous voulons que d'autres viennent, mais on respecte au moins le code du travail, là, les conventions nationales et les conventions internationales. Merci beaucoup. Cela ne se respecte pas. Donc nous travaillons ce que nous voulons. Maintenir nos emplois, que l'État paye, qu'on convoque les assises, qu'on nous reçoive, le patronat et nous, ensemble, pour que les autorités puissent avoir de la matière pour redresser le pays. Sans cela, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dernier mot pour vous, M. Ndir, pour une sortie de crise durable, qu'est-ce que vous préconisez? Je préconise donc, il a dit, soyez certains que le secteur privé national du BTP sénégalais est un secteur formel, c'est un secteur qui est encadré. C'est un secteur où les travailleurs sont tous affiliés à des centrales syndicales qui surveillent, qui veillent au grain. Donc il ne viendra jamais à l'esprit d'une entreprise sénégalaise digne de ce nom de ne pas respecter les règles du droit du travail. Cela ne fait même pas l'objet d'un débat. Il a raison de le souligner, les mauvais exemples sont peut-être à trouver ailleurs. Ceci dit, nous pouvons trouver une solution, nous pouvons trouver des solutions. Et il est temps, je pense, que nous puissions bâtir ce Sénégal dont nous rêvons tous. Encore une fois, il n'y a pas plus patriote que M. Ndao, ici présent. Je pense que je porte également ma part de patriotisme et d'amour de mon pays. Et nous n'avons aucune intention mauvaise vis-à-vis de quoi que ce soit. Nous voulons simplement sauver le soldat BTP sénégalais.
qui est mal en point actuellement. Qui est mourant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Oumar Ndir du bâtiment. En même temps, le lapsus, je pense que vous l'acceptez. Donc voilà, qui fait partie du patronat dans le secteur du BTP. Merci à vous, monsieur Djaraf Alassane Ndao, qui représente les travailleurs. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.